Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 33e épisode de Real Talk, accompagné de mon pote Thomas, l'habituel Thomas de Real France, et un nouveau qui remplace Alex qui n'était pas disponible aujourd'hui, Ous de Football by Ous. Comment vous allez les gars? Bah écoute, ça va super. Merci pour l'invitation encore une fois. Ça fait extrêmement plaisir de venir parler Bienvenue sur le football podcast, et Real Madrid avec deux experts dans le domaine, si je puis me permettre. Et ouais, très ravi aujourd'hui. Merci beaucoup. avec Ouais, plaisir. écoutez, ça va bien. Puis bienvenido à Ous pour ce premier Merci. podcast avec nous. Euh, Gracias. Bon, on peut pas dire que tu nous portes bonheur, hein, puisque on va parler malheureusement d'une défaite. Après cette défaite en début de saison contre l'Atlético, c'est la deuxième contre Liverpool. On va faire un espèce de débrief à froid. On parlera ensuite de Xabi Alonso et puis on terminera ce podcast par deux petites infos mercato. Bon les gars, j'ai pas regardé vos débriefs mutuels. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Alors tu disais Ous, une défaite intéressante tout à l'heure en off. Tu as été emballé par ce Real Madrid, toi? Non, justement, non, pas du tout emballé. Surtout, j'ai cru voir le match. En fait, j'ai cru revoir le match face à l'Atlético et ça, c'était un mauvais souvenir. On a vu un Mm. Real Madrid qui, au final, s'est fait dominer comme la saison dernière face à toutes les grosses équipes. Ça m'a déçu énormément parce qu'après le match face au Barça, je pensais que ce Real Madrid, allez, même si le match face au Barça n'était pas parfait, on le sait, mais on a vu tellement de choses positives. Je me suis dit que ce match face à Liverpool, on devait marquer le coup en C'est un montrant que tournant. ça y est, on devait montrer que voilà, face au gros, aujourd'hui, on est capable de rivaliser et vraiment. En fait, c'est plus dans le jeu que j'attendais ce Real Madrid, pas forcément dans le résultat. J'attendais qu'on puisse répondre à l'intensité. Je pensais qu'on pouvait répondre aux attaques, aux offensives de Liverpool. Et donc, après le match, ça a été une douche froide où tu as vu ce Real Madrid recroquevillé dans sa surface, qui n'arrivait pas à sortir le ballon. En fait, Mm. j'ai eu l'impression de voir le Real Madrid tout simplement de Carlo Ancelotti, évidemment avec quelques différences. Mais ouais, forcément, très, très déçu de cette rencontre. Et toi, Thomas, tu as le même avis à peu près? Oui, je nuancerais quand même un peu, quand même. Je trouve quand même que sur la première période, le Real n'est pas si mauvais que ça. C'est-à-dire que, alors, on se fait bouger en termes d'intensité, c'est Liverpool qui mène le rythme, etc. C'est Liverpool qui a les meilleures situations, mais quand même, je trouve, moi en tout cas sur la première mi-temps, quand je sors de la première période, alors je me dis oui, il y a cette première parade exceptionnelle de Courtois, le face-à-face, il y a aussi une frappe lointaine, enfin il y a deux frappes lointaines même dans la The première période, Boss mais Line, notamment. mais je me dis quand même, sur la première mi-temps, bon, on a subi dans l'ensemble, mais finalement, on a quand même bien défendu parce que la plus grosse occasion de Liverpool, c'est une cartouche qu'on leur donne. C'est Hussein qui fait un tacle n'importe quoi, qui envoie je sais plus qui, Ekitike, je crois, en profondeur, qui sert derrière ah mince, c'est qui est face à face avec. C'est The Boss Line qui fait la frappe, hein. Exactement, pardon. Voilà, mais c'est une cartouche que l'on donne. Après, c'est deux frappes lointaines. Donc je me dis, bon, mine de rien, on a un Real qui est plus ou moins solide sur la première mi-temps. Qui a la Après, possession un petit peu d'ailleurs, par oui. intermittence. Ouais, et Mais même sur la première demi-heure, on a des phases 5-5, c'est-à-dire on a 5 minutes Liverpool qui attaque, 5 minutes le Real qui attaque. Bon, nous, on est moins tranchant, on a du mal à se créer des vraies opportunités. Après, effectivement, sur la deuxième mi-temps, par contre, je rejoins totalement Ous. Là, on s'est fait écraser. On a tenu une mi-temps, quoi, et après, il n'y a plus rien. Ben, d'un point de vue offensif, tu parlais de la possession, qu'on faisait jeu égal entre guillemets avec Liverpool. En Non, termes c'est stérile. d'occasion, voilà, c'est stérile. On a la balle, mais on n'arrive pas à déstabiliser ce bloc bas qui est Liverpool. On fera la comparaison d'ailleurs avec le Barça que tu as évoqué, Ous, tout à l'heure. Et la première frappe cadrée, c'est Bellingham à la 44e, ouais. finalement. Mais Donc, production un peu, très légère même. non, mais c'est sûr que justement ce que disait Thomas du coup de Real France, c'est que oui, la nuance par contre par rapport au entre guillemets Real Madrid de Carlo Ancelotti, et je l'avais dit à la mi-temps, c'est que ce Real Madrid a su faire le dos rond, a su être entre guillemets solide défensivement parce qu'on a subi énormément d'occasions d'offensive du côté des Reds, mais on a su rester sur l'eau justement, notamment grâce à un Thibaut Courtois, mais aussi grâce à une défense qui a été assez solide, avec un Carreras qui, moi au début, j'ai trouvé quand même, enfin dans l'ensemble, j'ai trouvé assez bon face à un Mohamed Oui, c'est Salah pas le que plus mauvais. j'ai trouvé vraiment bon par rapport à un Salah qui était plus en jambes. Moi, j'ai été surpris aussi par cette équipe de Liverpool parce que c'était une équipe qui galérait depuis ce début de saison, qui n'avait pas trouvé son jus de la saison dernière. Et là, donc, j'ai été déjà surpris par l'intensité et du coup, forcément, j'ai été aussi surpris par le manque de réponse du Real Madrid dans l'intensité. Mais c'est vrai que défensivement, effectivement, ils se sont montrés solides en première mi-temps. Mais est-ce que c'est pas aussi ça un peu le problème du Real Madrid? C'est qu'au moment où on tape l'Atlético, c'est l'Atlético qui est un peu en crise en Liga, c'est-à-dire on peut les Oh, tuer carrément. quasiment en termes de points. Là, c'est à peu près le même scénario contre Liverpool. C'est un Liverpool qui est sur 5 défaites en 7 ou 8 matchs, j'ai plus la stat Ouais, exacte. Et on se dit, bon, ben, c'est le bon moment de les taper. Et à chaque fois, on on perd renonce. déjà, mais on perd en se faisant écraser.
C'est ça qui est en fait qui est déroutant dans l'analyse. C'est pas une défaite où tu sais, tu as dominé, mais tu n'as pas été en réussite. Et tu te dis, bon, ça, à la rigueur, c'est une défaite où tu vas apprendre parce que tu as été bon, mais tu n'as pas réussi à, entre guillemets, à tuer l'adversaire. Moi, je ressors de ce match déçu parce que bah, j'ai pas grand-chose à analyser d'un point de vue offensif. Bah, le point commun sont des 2 matchs et c'est pour ça que le parallèle qui a été fait par Ous entre l'Atlético de Madrid et Liverpool est intéressant sur ce point-là. C'est-à-dire que, bah, c'est l'intensité, tout simplement. L'Atlético, ils nous ont rentré dedans, ils ont mis de l'intensité pendant, toute la partie. Liverpool, ils ont mis de l'intensité aussi pendant toute la partie, ce que le Real, pour l'instant, n'est pas capable de faire, ce que le Real Madrid n'arrive pas à faire. C'est Alvaro Benito, ce matin, j'écoutais un petit peu la Cadena Ser d'hier soir. Il disait: «Xabi Alonso, ce qu'il veut, c'est un Real Madrid comme Liverpool qui, pendant 90 minutes, va être capable de mettre de l'intensité, presser, et cetera». Et pour l'instant, on en est loin et on a, au-delà de ça, on a quelques figures quand même. On va en parler un peu plus dans le détail après, mais Huysen, même Arda Güler, qui physiquement sont un petit peu quand même une image bien représentative du fait que le Real Madrid, bah, dans les grands rendez-vous, physiquement, en termes d'agressivité, bah, ils y sont pas et il y a un vrai déficit. Ouais. J'ai pas vu le match contre le Barça, mais pour Arda Güler contre l'Atlético, pour le coup, je crois qu'il fait une passe D à Mbappé et il marque. C'est pas le match C'est l'un des le moins plus mauvais, mauvais. c'est vrai. Ouais, c'est l'un des C'est moins vrai. mauvais. Mais Et justement, il y a. attention, ouais. Ouais, vas-y, Ous. Justement, le match d'Arda Güler face à Atlético Madrid, il est intéressant grâce à ses coups de génie, parce que la passe décisive, c'est Ouais. un coup de génie. Le but, c'est très intéressant dans le déplacement, dans le positionnement. Mais encore une fois, avec Arda Güler, et pourtant c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est que face à l'Atlético, face au Barça et face du coup à Liverpool, on a un Arda Güler qui a du mal à prendre le jeu à son compte comme il le fait entre guillemets habituellement. C'est ça, en fait, ça m'a retenu cette saison avec Arda Güler. C'est d'un côté, je suis très content des passes décisives qu'il fait à Kylian Mbappé. Je suis très content de cette connexion. Je suis très content de ses coups de génie. Mais ça manque de consistance. Ça manque sur 90 minutes, ou allez, même 70 minutes, on n'a pas un Arda Güler qui va gérer le tempo. Bon, il l'a fait face à la Juventus. C'était très intéressant, ou je l'ai trouvé très intéressant dans ce rôle de maestro. Mais encore une fois, face à Liverpool, tu avais besoin d'un Arda Güler qui, à la limite, pouvait t'aider à la relance du ballon. Parce qu'encore une fois, au niveau de la relance, on a été, encore une fois, zéro face à Liverpool. Parce que, ok, il venait presser très haut. Mais normalement, allez, tu es censé quand même bien relancer pour sortir le ballon. Moi, j'ai 2 trucs à dire sur Arda Güler. Déjà, je pense que dans le jeu sans ballon, il doit énormément progresser. Je trouve qu'il a de grosses failles, notamment physiquement, il se fait tout le temps bouger. À la différence d'un Modric. Modric, à l'époque, je parle de la version Modric quand il était plus jeune, pas la version 40 ans. Modric, il était à la création, mais c'était aussi un espèce de marathonien qui récupérait énormément de ballons. Je ne vois pas ça aujourd'hui dans le jeu d'Arda Güler. Ouais. Ouais, bah, Ouais, ouais, après bon, Luka Modric physiquement, c'est pas la même bête non plus, hein. Le bas du corps de Luka Modric, attention, hein, Oui, ouais. bien sûr, mais c'est et ça et aussi le et problème Arda du est Real beaucoup plus jeune Madrid. aussi, attention. Arda est beaucoup plus jeune que la version de Modric, même qui arrive au Real, hein. Il a déjà Oui, 28-29 ans quand il arrive au ouais, Real ouais, Madrid, Luka Modric. il est âgé, ouais. Donc oui, oui, non, mais Arda, il faut qu'il progresse à ce niveau-là, ça on le sait. Après, ça reste encore un très jeune joueur, c'est vrai, donc il faut laisser dans ce processus. Mais c'est clair que, bah, factuellement, aujourd'hui, nous qui voulons gagner des matchs et des grands matchs, bah, Arda Güler, oui, il y a un peu ce souci de, pour l'instant, est-ce qu'il est prêt tout simplement de ses rôles? Et ce que dit Ous, c'est très intéressant parce que, je vais finir sur ça, je te laisse la parole Thomas, mais dans les matchs en fait un peu moyens, il prend le jeu à son compte, c'est-à-dire qu'il prend le ballon, il Ouais. lève la tête, il trouve les solutions de devant. Là, contre Liverpool, par exemple, même l'Atlético de Madrid, il a le ballon et en fait, il est plus dans une phase de protection où il regarde derrière, il cherche à relancer latéralement pour pas prendre de risques. Et justement, c'était là où je voulais en venir sur mon deuxième point. On l'avait vu par parcimonie au mondial des clubs. Est-ce qu'aussi le meilleur rôle d'Arda Güler, c'est finalement de ne pas jouer un petit peu à la Pirlo Ouais. devant la défense pour avoir le jeu face à lui Bah, tu vois, et avoir peut-être plus le temps d'organiser le jeu. Je pose la question, je ne suis pas un maître tacticien, etc. Mais je pose la question parce que lors du mondial des clubs, le placement d'Arda Güler, moi, je l'avais trouvé plutôt intéressant. moi aussi, je l'ai trouvé très très intéressant à la Coupe du Monde des clubs. D'ailleurs, c'est quelque chose que je trouve très étonnant qu'on n'ait pas revu cette Mm. saison. Il a joué dans une sorte de double pivot, mais très très bas sur le terrain. C'est-à-dire qu'il était là à la relance, mais en même temps, on pouvait gagner avec cette qualité technique et cette qualité offensive qu'il avait parce qu'il accompagnait les offensives du Real Madrid. Et souvent, il était dans les 30-35 derniers mètres du côté adverse, justement, de l'équipe que le Real Madrid affrontait. Et du coup, tu avais un Arda Güler qui aidait à la relance. Il avait le jeu devant lui, c'est-à-dire qu'il pouvait aérer le jeu, il pouvait permettre de relancer proprement, il l'accompagnait et il finissait les actions. Et ce que tu disais sur Arda Güler, c'est que le seul truc qui fait que je suis moins dur avec lui
dans son aspect sans ballon. Déjà, je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré par rapport à la saison dernière, mais c'est surtout que Arda Güler, à la base, et c'est ce que j'ai trouvé très étonnant avec Arda Güler, c'est qu'à la base, quand le Real Madrid va le chercher au Fenerbahçe, c'est un ailier droit, qui va mélanger sur le côté droit, c'est un ailier droit qui va rentrer à l'intérieur de la surface. Donc, petit à petit, il est descendu numéro 10, numéro 8, donc forcément, t'attends pas la même chose du bagage physique. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à être très dur avec lui. Mais on a des exemples de joueurs qui à la base n'étaient pas très intensifs sans le ballon, comme notamment Pedri. Pedri à la base sans ballon, c'est un joueur qui est plus haut sur le terrain, c'est un numéro 10, qui aujourd'hui sans le ballon, il est presque exceptionnel, Pedri aujourd'hui sans le ballon. Donc c'est cette évolution que j'attends de voir de la part d'Arda Güler. Ça va prendre du temps forcément parce qu'il a besoin de se muscler, parce que Modric à l'époque, mais Modric même actuel, c'est un Modric qui quand tu le vois, il est ultra gainé, ultra fit, ultra physique, c'est-à-dire que c'est difficile de le bouger. Et puis aujourd'hui, Arda Güler n'a pas le choix s'il veut devenir un milieu de terrain top 5 à son poste. Aujourd'hui, le milieu de terrain moderne, c'est un milieu de terrain qui est capable de récupérer des ballons, qui est capable de se projeter à l'image d'un Vitinha, à l'image d'un Joao Neves, des Rodri, de tous ces joueurs-là, de cette catégorie-là. Si tu veux devenir un grand milieu de terrain top 5 à ton poste aujourd'hui, un milieu moderne, tu dois être capable de défendre et d'attaquer. Ouais, ben, je pense que tu as tout dit hein, sur Arda Güler. Oui. Même analyse qu'on peut faire d'ailleurs sur Hausen. Et avant de parler plus précisément de l'Espagnol, est-ce que ce Real Madrid, finalement, il ne paye pas aussi la jeunesse de son effectif? Parce que tu regardes finalement, il y a très peu de cadres. Par rapport, moi je compare toujours cette génération à la génération précédente, donc Ronaldo, Ramos, etc. Tu avais de vrais tauliers à l'époque. Tu avais Ramos qui dirigeait la défense, tu avais au milieu de terrain, tu avais Modric, Kroos, etc. Et devant, tu avais Ronaldo qui était le vrai patron. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des vrais patrons au Real Madrid? Parce que Carreras, 22 ans, tu en as parlé tout à l'heure, il fait un bon match. Hausen, c'est quoi, 20 ans ou 21 ans? C'est très jeune. Arda Güler, c'est très jeune. Généralement, tu as Mastantuono à droite, il a à peine 18 ans. Donc, est-ce qu'aussi on ne paye pas ce manque de caractère par la jeunesse de notre effectif? Avant de parler d'Hausen, Thomas. Oui, et est-ce que le Real Madrid, justement, de l'époque là que tu cites, ne nous a pas mal habitués? Parce que c'est une équipe qui, d'un point de vue rigueur tactique, tout ça, avait des défauts. Je veux dire, on avait Marcelo à gauche, etc. Mais il y avait du caractère. Mais justement, il y avait du caractère et il y avait surtout un talent qui était extrêmement supérieur. Est-ce que cette génération qu'on a là, en termes de talent, elle peut matcher avec la génération précédente? Moi, je pense pas. Pour moi, c'est pas le talent. En fait, je pense que à l'époque où on était mené avec le Real, donc de la génération dont je parle, on savait que on pouvait revenir dans une rencontre. Quand on est mené 1-0 contre Liverpool, je ne dis pas que je baisse les bras, mais j'y crois beaucoup moins. J'ai l'impression que cette équipe-là, elle n'a pas les ressources mentales. Alors, j'espère qu'ils me feront mentir, évidemment, dans les prochains mois. Mais aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que cette équipe, elle est capable de renverser des montagnes. Chose que par le passé, on était mené, mais je me disais, bon, de toute façon, on a du talent, les mecs, ils vont s'arracher. Aujourd'hui, je n'ai pas cette sensation. Est-ce que c'est pas lié? Mais est-ce que c'est pas lié du Je sais côté pas, de la Thomas. confiance des joueurs? Parce que CR7 notamment, qui a une mentalité bien particulière, qui se répète sans cesse que c'est le meilleur joueur du monde et pendant très longtemps, il l'a été et il l'a démontré constamment sur la pelouse. Au milieu de terrain, tu avais aussi des monstres, Toni Kroos, tout ça, c'est des mecs qui ont une grande confiance en eux, qui savaient, qui avaient conscience, mais pour autant qui faisaient le travail toujours pour rester au sommet. Et finalement, est-ce que c'est pas lié? Parce que ces gens-là savaient qu'ils étaient tellement forts qu'ils savaient que même à 1-0, même à 2-0, ils ont les capacités pour revenir. Et est-ce que ce groupe de joueurs-là, moi, j'ai pas l'impression que l'effectif actuel du Real Madrid soit supérieur à celui de Liverpool, à celui même de City, même celui du Barça. On a plus de profondeur quand même que celui du Barça. Plus de profondeur de banc, ouais. PSG, sur le papier, aujourd'hui non. Il y a 1 an et demi, je pense qu'on aurait tous dit oui, le Real sur le papier c'est plus fort, mais aujourd'hui, quand on voit l'évolution de pas mal de joueurs du PSG, non. Bref, voilà, on n'est pas supérieur en tout cas. Donc, si on veut matcher avec ces équipes-là, il faut les matcher autrement, c'est-à-dire avoir plus de travail tactique, être meilleur collectivement et dans l'agressivité, etc., etc. Là, il y a Marca qui titre aujourd'hui. Je pense que tu en parleras tout à l'heure aussi, Thomas, dans ta revue de presse, que en fait, c'est un peu un désaveu, les chiffres qui… comment tu traduirais Desmienten qui désavouent, qui démente Xabi Anfield, puisque on avait un Real qui depuis, donc sur le segment là, des 6 matchs après l'Atlético, qui avait progressé dans le pressing. C'était, je crois, sauf erreur de ma part, l'équipe en Europe ou l'une des équipes en Europe qui pressait le plus et qui récupérait les ballons dans le dernier tiers, qui défendait en avançant, qui était bon dans plein de secteurs de jeu, chose qu'on n'a pas vu du tout contre Liverpool. Et du coup, il y a une espèce de doute qui se dégage maintenant des dirigeants du Real, c'est que est-ce que ce Real a le niveau
contre les grandes équipes, puisque dans plein de domaines, donc je ne vais pas vous lire l'article, mais dans plein de domaines, ce match-là fait quand même penser au match contre l'Atlético. Et j'ai même une autre stat que je glisse à Ous et que je lui laisse répondre, mais j'ai même vu ce matin, c'est Achanguito qui en parlait, que le Real est la 2e équipe qui a le moins parcouru de kilomètres sur toute cette journée de Ligue des Champions. Donc est-ce qu'on n'est pas retombé un peu dans les travers aussi à ce niveau-là? Ouais, mais ce qui est assez paradoxal, c'est que, après, ma stat vient de SofaScore, c'est que je vais tout à l'heure pour voir quelques statistiques par rapport au du match, la rencontre entre Liverpool et Real Madrid, c'est que le Real Madrid a couru plus que Liverpool. Donc, ah bon? Il y a un menteur. Ouais, j'ai vu ça sur SofaScore, ça se jouait à 2 km près. Est-ce que, on peut traduire ça comment? On peut traduire ça par le fait aussi que Liverpool a mieux géré, entre guillemets, ces courses-là, a mieux géré la gestion de l'espace sur le terrain. Mais c'est clair que ce Real Madrid n'est pas encore prêt à aujourd'hui être une équipe ultra intensive. En fait, ce Real Madrid revient de tellement loin. Tactiquement, je le répète constamment, cette équipe du Real Madrid, et avec tout le respect qu'on a pour Carlo Ancelotti, tactiquement, cette équipe, il y a beaucoup de joueurs qui ont grandi dans ce Real Madrid, c'est-à-dire les Vinicius, les Rodrigo, Bellingham qui est arrivé quand même assez jeune. Toute cette équipe-là a toujours connu, entre guillemets, Carlo Ancelotti, qui est un entraîneur qui n'a pas tout misé sur la tactique. Et aujourd'hui, parce que tout à l'heure, on faisait le comparatif avec l'équipe de Cristiano Ronaldo, Benzema, etc. À l'époque, le fait qu'il n'y avait pas de structure tactique n'était pas un problème. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit un célèbre joueur, le football a changé. Aujourd'hui, le football moderne demande des préceptes tactiques trop importants. La saison dernière, c'était quand même assez scandaleux que le Real Madrid n'arrive pas à faire un pressing qui est la base du football moderne. Le Real Madrid n'a jamais appris à faire un pressing collectivement. Tu voyais quelques petits pressings à gauche, à droite, Vinicius qui courait, etc. Oui, mais on a beaucoup de retard, tu as raison. Et en fait, c'est pour ça que ce Real Madrid et Xabi Alonso, c'est pour ça que je lui donne du crédit, c'est que Xabi Alonso, il a un taf énorme dans ce Real Madrid, c'est-à-dire que ça va prendre du temps, et forcément quand tu tombes face à une équipe de Liverpool qui certes va moins bien, mais que c'est une équipe qui sait comment jouer de manière intensive. La saison dernière, on l'a vu, c'est une équipe qui a joué de manière intensive avec Jürgen Klopp, avant qu'arrive Arne Slot, c'était une équipe qui courait énormément avec toutes les blagues qu'on faisait sur le fait que qu'est-ce qu'il buvait, qu'est-ce qu'il mangeait, mais voilà, en fait ce Real Madrid a tellement de retard dans l'aspect physique, dans l'aspect intensif, qu'aujourd'hui c'est trop compliqué de rivaliser face à des équipes qui mettent un peu d'intensité. L'Atlético Madrid, comme on le dit, faisait un début de saison vraiment moyen, vraiment mauvais, ils perdaient quand même pas mal de matchs et remportaient pas beaucoup de matchs. Ils ont mis de l'intensité, de l'engagement physique, parce que cette équipe, comme vous l'avez dit, c'est une équipe de jeunes, c'est une équipe avec pas beaucoup de patrons. Moi, je suis aussi déçu du fait qu'il y a aussi peu de patrons de ce Real. En fait, moi, je me suis trompé parce que je pensais que avec le départ de Benzema et Modric, je me disais, et Kroos notamment, je me disais, bon, cette équipe du Real Madrid a fait grandir des joueurs comme Vinicius, double vainqueur de la Ligue des Champions, des Camavinga, des Tchouaméni, des Valverde. Mais c'est des. En fait, où sont les accompagnateurs? C'est des accompagnateurs, ces joueurs-là. Mais oui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux pas crier je peux pas tomber sur des Arda Güler, des Huysen qui ont 20 ans, alors que les leaders, entre guillemets, de cette équipe se cachent. On va pas se mentir, c'est une équipe où les leaders se cachent. On a Kylian Mbappé qui, dans les grands matchs, c'est compliqué pour lui. On a Vinicius Junior qui, lui, avant, dans les grands matchs, c'était exceptionnel. Mais aujourd'hui, il a du mal. Donc voilà, aujourd'hui, en fait, on s'en remet à qui quand le Real Madrid est en difficulté? On s'en remet à personne. En termes de caractère, ce Real Madrid en manque. En termes tactiques, ils ont du retard. Donc forcément, en termes de talent, ils en ont, mais c'est pas suffisant dans le football d'aujourd'hui. C'est très juste comme analyse. Ça va nous permettre peut-être après de faire la transition avec Xabi Alonso, qui lui arrive avec ses préceptes dans ce vestiaire qui est, moi je dis souvent, un vestiaire de sénateur où les mecs, ils ont leur confort, surtout avec Carlo Ancelotti pendant 4 ans. Ça a commencé avec Valverde. Il y a eu l'épisode Rodrigo, l'épisode Vinicius. La montagne de boulot qu'a Xabi Alonso, qui a ses défauts, on en parlera aussi, il arrive dans un vestiaire pour tout changer. Et comme tu le disais, Thomas, tu avais dit une phrase en début de saison qui m'avait marqué. Tu avais dit il faut qu'on aille jusqu'au bout avec Xabi Alonso. Ah, mais oui. Et si on n'arrive pas à tenir avec Xabi Alonso, si Xabi Alonso n'arrive pas à changer ce Real Madrid, je me dis qu'aucun entraîneur pourra le faire. Parce que lui, en plus, il est espagnol, il connaît la maison, il a gagné avec ce club-là. Si lui n'y arrive pas à changer les mentalités de ce groupe-là, on va prendre un retard irrattrapable par rapport au PSG, Liverpool, City, etc. Je te laisse la parole, Thomas. Bah oui, si ça marche pas avec Xabi Alonso, surtout pour les raisons que tu viens de dire, c'est-à-dire, ça dépend, ça peut ne pas marcher juste parce que Xabi Alonso, on voit que, je sais pas, dans les grands matchs, tactiquement, tout ça, il se plante, le coaching est pas bon, voilà. Il peut y avoir simplement un mec qui n'est pas prêt potentiellement à entraîner le Real Madrid de ce point de vue-là. Mais si ça échoue parce que
on a un vestiaire qui, au bout de 6 mois, le lâche parce qu'il prend des décisions qui ne plaisent pas à certains joueurs, parce qu'il demande un peu trop de rigueur, parce que sur le banc de touche, il est un peu trop agité, il leur demande trop de se replacer, parce qu'il est comme ça, Xabi Alonso sur le banc, il est très, très actif. Si ça échoue pour ces raisons-là, ce sera flippant parce que ça voudrait dire que, du coup, c'est quoi la suite? On va repartir sur un entraîneur manager. Donc, ça va être qui? Ça va être Ça fonctionnera Allegri. pas. On va aller chercher un mec comme ça. Et donc, finalement, on va être dans une boucle infernale. On va continuer, comme disait Ous, à accumuler le retard parce que le foot moderne, effectivement, aujourd'hui, c'est ça. En tout cas, c'est la tendance, c'est le cycle qui arrive. C'est des équipes qui sont extrêmement bien rodées tactiquement, avec Discipliné, tout ça. Ouais. disciplinées, avec beaucoup de talent, évidemment, parce que tu regardes Liverpool, le 11 de Liverpool, enfin, franchement, tu regardes les joueurs intrinsèquement, tu te dis, mais Oui. waouh, lui il est fort, lui il est très fort, lui il est aussi Ouais. très très fort. Enfin, c'est une équipe qui est monstrueuse et pourtant qui collectivement aussi a un sens du sacrifice que le Real aujourd'hui n'a pas. Donc oui, si ça échoue pour ces raisons-là, bah, ce sera très très inquiétant parce que et ça, on pourrait être très inquiet pour le cycle à venir. Le seul truc qui me rassure un petit peu dans tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'on a l'impression quand même que, en tout cas c'est ce que nous dit la presse espagnole, que l'institution a ciblé ces failles-là et que si aujourd'hui tu ne soutiens pas ton entraîneur, en fait il va falloir que l'institution soit derrière Xabi Alonso coûte que coûte. Oui. Et ça Voilà. a l'air d'être Si le tu cas quand donnes- même. Si tu donnes ne serait-ce qu'une once de pouvoir aux joueurs, T'es mort. c'est terminé. Ça ressemblera au PSG de l'époque qui allait voir directement le président pour se plaindre de Ouais. l'entraîneur qui saute. Si on arrive à ce stade-là, ça va être une catastrophe. Donc oui, Xabi Alonso, il arrive avec ses préceptes. Il a, comme je le dis souvent, il prend un peu des entraîneurs qu'il a eu, Del Bosque, Ancelotti, Guardiola, etc. J'ai pas l'impression qu'ils prennent beaucoup d'Ancelotti dans le management. Moi, ce que je ressens, pareil, c'est pas une info, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a de la distance avec les joueurs. Ça, on en parlera après parce qu'il y a une info qui est sortie. Il a pris du Guardiola d'un point de vue tactique. Il a pris du Mourinho dans sa façon d'aborder les matchs, notamment contre Liverpool, le fait de ne pas aller s'entraîner à Anfield, etc. Mais il va falloir un moment qu'il fasse aussi des efforts de son côté. Les joueurs doivent faire leurs efforts, mais lui aussi il doit s'habituer aux joueurs qui ont été habitués à Carlo Ancelotti. Tu ne peux pas arriver dans un vestiaire et tout révolutionner du jour au lendemain parce que Ancelotti disait souvent une chose très juste, j'entraîne pas des joueurs, j'entraîne des hommes. Et ça, Xabi Alonso, il ne faut pas qu'il oublie. Et j'ai l'impression que parfois, il est dans un mood à la Rafa Benitez ou à la Guardiola, tu sais, ces entraîneurs qui tactiquement sont très au point, mais qui arrivent à avoir une certaine distance avec les joueurs. Voilà. Ah, moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Comme vous dites, comme Thomas de Real France a dit, pour moi, Xabi Alonso, c'est le profil parfait à l'heure actuelle pour ce Real Madrid. Déjà, en termes de disponibilité, tu n'as aucun autre entraîneur de ce calibre, entre guillemets, qui pourrait réussir à faire monter ce Real Madrid, à le faire évoluer. Mais alors, si ça fonctionne pas parce que on a cédé aux joueurs, ça va être très compliqué. Et surtout qu'aujourd'hui, on a des joueurs t'as aucun joueur qui te fait gagner des matchs tout seul. T'as Kylian Mbappé qui fait il fait un début de saison exceptionnel. Mais aujourd'hui, tu n'as aucun joueur du calibre de Cristiano Ronaldo où tu vas être obligé de te plier à lui. Pour moi, si vraiment Xabi Alonso ça réussit pas au Real Madrid, comme vous dites, ça va être un retard qu'on va avoir sur les autres équipes qui est dingue. Et en fait, à ce Xabi Alonso, j'ai pas l'impression qu'il est venu pour bousculer tout le monde. Il est venu effectivement avec ses préceptes. Moi, je l'ai toujours dit, si tu prends Xabi Alonso, parce que je vois beaucoup de gens dire que Xabi Alonso doit faire que du management entre guillemets au Real Madrid, ce n'est pas le bon coach. Si tu veux faire que du management, tu prends pas un entraîneur avec autant de préceptes, autant de qualité technique, si c'est pour entre guillemets faire du management. C'est un entraîneur qui a des idées claires, c'est un entraîneur qu'il va falloir il va lui donner du temps. Et j'ai l'impression que Florentino Pérez et que le Real Madrid est quand même derrière lui et parce qu'on aurait pu imaginer un Florentino Pérez qui vient descendre auprès de Xabi Alonso, lui dire ouais, tu mets titulaire obligatoirement Vinicius Junior, tu sors pas ce joueur, tu sors pas ce joueur. J'ai l'impression quand même qu'il peut faire ce qu'il a envie entre guillemets, juste qu'il est dans un vestiaire de starlet, un vestiaire qui va pleurer auprès de leurs agents pour qu'ils fassent pression, etc. Il arrive dans une situation aussi compliquée parce que Vinicius Junior n'a pas prolongé, donc aussi il y a un peu cette distance qui se fait. Mais ouais, je reviens vers ce que vous avez dit, c'est compliqué. Pour le coup, j'ai l'impression, et après je te laisse la parole Thomas, que l'institution, le club et Florentino Pérez indirectement, ils donnent confiance à Xabi Alonso. Pour moi, le premier indicateur, c'est que le mercato qui a été fait cet été, c'était des joueurs voulus par Xabi Alonso et pas des joueurs voulus par la direction. On sait que Florentino Pérez, il a mis à acheter ses starlets, etc. Carreras, c'est un joueur qui était voulu par Xabi Alonso, ça match bien. Hausen, c'était un joueur voulu par Xabi Alonso, donc il y a du chaud, il y a du froid, mais c'est un joueur qui est très jeune. Et Mastantuono, on l'a su après, c'était un joueur que ciblait
Xabi Alonso. Donc, le mercato, il a été fait pour Xabi Alonso. Deuxième élément, sur la tournée, enfin pas sur la tournée, sur la Coupe du Monde des clubs, l'affiche qui est en premier plan, c'est Xabi Alonso. C'est pas Mbappé, c'est pas Vinicius. Donc, l'homme de cette nouvelle ère, normalement, c'est Xabi Alonso. Maintenant, c'est les faits qui vont parler. C'est pas des indices comme ça. Si demain, le président désavoue, comment il s'appelle, Xabi Alonso, bon, mais tout tombera à la poubelle. Et c'est là que l'institution doit absolument soutenir coûte que coûte Xabi Alonso. Thomas. Et jusqu'à présent, c'est le cas. Jusqu'à Oui. présent, c'est le cas. En tout cas, il y a rien y a absolument rien qui démontre Pour que le c'est coup, pas le cas. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais moi, même sur la gestion de Carlo Ancelotti, C'est dur, hein, on de l'a eu 4 ans en même temps. de Xabi Alonso, ouais, moi, je vois pas de problème majeur dans sa gestion. Le cas Valverde, je trouve qu'il a très bien géré. Le cas Vinicius, c'est le seul où à un moment donné, j'ai dit attention, peut-être arrondir un petit peu les angles quand même. Pas non plus, parce que surtout Vinicius, voilà, faut le prendre comme il est. Et on sait très bien que c'est un mec, c'est une personne très sensible, etc. Peut-être Rodrigo, Thomas. Bah, ouais, mais Rodrigo, en fait, tu le vois sur le début de saison, chaque fois qu'il rentre en jeu, et en fait, il ne fait rien. Donc, à un moment donné, tu fais quoi? Tu continues, tu continues. Non, moi, là, je vous le dis très sincèrement, je l'ai dit hier. Là, dimanche, face au Rayo Vallecano, si Vinicius, à un moment donné, doit sortir ou que tu fais entrer un mec à droite, moi, j'ai pas envie de voir Rodrigo. Je préfère qu'il mette Hendrick. Je vous jure, oui. parce que sur la dernière entrée, il a faim, alors que Rodrigo, il tente rien, et puis il a été catastrophique. Et là, je sais pas combien de ballons il a perdu. Son entrée face à Liverpool, elle est désastreuse. Il touche 16 ballons, il en perd 9, je crois, un truc comme ça. Ouais. Alors, au-delà des stats, 0 but sur les 27 derniers matchs, moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'à un moment, les 3 premières minutes, il perd le ballon, il marche derrière. Alors que d'habitude, lui, c'est un joueur qui, pour le coup, est plutôt exemplaire d'un point de vue retour défensif, repli, etc. Et là, il n'a rien fait. Le mec, il n'a plus envie de jouer. C'est très bizarre ce qui se passe autour de lui. Mais c'est très bizarre ce qui se passe autour de lui, parce que il renvoie une image d'un joueur qui est pas heureux, qui veut partir, qui est pas satisfait, mais d'un côté, il répète constamment qu'il est heureux au Real Madrid et qu'il veut rester au Real Madrid. Ouais, j'avoue, j'ai du mal à comprendre le cas Rodrigo. Je comprends qu'il veuille tenter de réussir au Real Madrid. Le problème, c'est qu'il montre pas qu'il a faim. Maintenant, si lui, il est pas satisfait de la situation, du fait de ne pas être mis en lumière, moi, je trouve que ça, c'est un argument que j'ai du mal à prendre au sérieux, parce que beaucoup de gens disent oui, mais on n'a jamais mis en lumière Rodrigo. Mais Rodrigo, sous Carlo Ancelotti, c'est titulaire indiscutable, malgré toutes les rencontres, malgré tous les matchs, même la saison où 2023-2024, où je trouvais que même à un moment donné, Brahim Diaz, il était tellement fort que moi, je voulais une vraie concurrence entre les deux. Il n'y avait pas match, il n'y avait pas de concurrence, c'était Rodrigo titulaire indiscutable. Donc ouais, le cas Rodrigo, je ne peux pas en vouloir à Xabi Alonso de entre guillemets, je trouve même, presque j'en veux à Xabi Alonso de vouloir le mettre parfois à la place de Vinicius pour lui donner du temps de jeu. Bon, et donc du coup, Thomas, toi tu disais que la gestion des joueurs est bonne. Dans l'ensemble, oui. Il y a cette info qui est sortie hier. Justement. Voilà. Et là, le problème. C'est ça. Et là, le problème. Dans les vestiaires, il y a des joueurs qui pensent que Xabi Alonso est froid et ne les comprend pas. Et là, c'est Chiringuito et Pedrerol. Donc, tu vas nous expliquer, Thomas, pour ceux qui ne connaissent pas. Pedrerol, c'est un proche ou c'est un messager de Florentino Pérez, c'est ça? Bah souvent, oui. Après, là, j'ai quand même vraiment du mal à… De toute façon, ce sont des joueurs qui ont parlé. Ce sont des entourages de joueurs visiblement qui ont parlé. De toute façon, depuis le début de saison, il y a c'est Marcos Benito, je crois qu'il s'appelle, sur El Chiringuito. Il a aucune information. Jusqu'à présent, il a donné aucune information sur aucun joueur, sauf quand c'était pour parler des Brésiliens, notamment de Vinicius, la prolongation de contrat. Et c'est aussi celui qui a dit, bon, il y a des joueurs dans le vestiaire qui ne sont pas contents. Donc, à ce niveau-là, on sait où ça vient. Là, Pedrerol, je ne sais pas trop comment me positionner, d'où ça vient exactement. J'ai vraiment du mal à penser que ce soit quelqu'un au sein de la direction qui ait parlé. De toute façon, ça concerne plutôt des joueurs, puisque c'est des joueurs qui diraient que Xabi Alonso est froid, etc. Et le problème, il est là, justement, en fait. C'est que Xabi Alonso, on a l'impression que dès qu'il prend une décision qui ne va pas dans le sens d'un joueur, derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est le bordel. Le joueur va parler avec ses agents, ou même ce sont ses agents, ses représentants directement qui vont aller parler avec un journaliste, lui dire ah bah tiens ça va pas, tiens on n'est pas content, etc. Derrière bim, article, ce qui s'est passé notamment la semaine dernière, Mario Ortegana, des Athlétiques, ça venait des Brésiliens, on le sait bien parce que c'est le porte-parole des Brésiliens. Bon bah dans le vestiaire, encore une fois, même son cloche qui vient de sortir quoi. Donc c'est ça qui est gavant, c'est qu'on a là où cela dit tout à l'heure, on a un vestiaire de starlets et de mecs hypersensibles qui, en fait, dès qu'il y a un truc qui ne va pas dans leur sens, au lieu de prendre les choses comme il faut, c'est-à-dire tu te remets en question, tu travailles, tu convaincs ton entraîneur et en silence. Non, on va parler à la presse, on va lâcher des petits trucs. Et ça, c'est très mauvais pour la vie de vestiaire parce que mettez-vous à la place de Xabi Alonso. Xabi Alonso, il sait très bien parce que Xabi Alonso, il le voit tout ça, on lui rapporte. Donc, Xabi Alonso, il sait que dans son vestiaire, il y a des mecs qui parlent et qui disent, qui font
passer le message que il serait en train de perdre potentiellement une partie de son vestiaire. Donc ça, c'est très très mauvais. Et puis Xabi Alonso en plus, si moi je le sais que Mario Ortegana c'est porte-parole, que tout le monde le sait, que c'est celui qui parle avec les Brésiliens, Xabi Alonso il le sait aussi. Donc Bien sûr. Et tout ce bordel, on l'a pas vu au Barça l'année dernière, hein. Parce qu'on compare souvent le Real et le Barça. Il y a Flick qui arrive. Flick, il arrive en tant que patron. Il impose ses méthodes. Et il y a eu des bons résultats, mais quand le Barça perdait des matchs ou faisait des matchs nuls, tu n'avais pas la sensation que c'était le gros bordel au Barça ou qu'il était remis en question. Là, aujourd'hui, c'est ça. Le moindre faux pas du Real, parce que pour l'instant, on ne peut pas dire, d'un point de vue des résultats, c'est quasiment parfait. C'est le meilleur début de saison d'un point de vue comptable ou de résultats depuis 60 ans. Donc, on ne peut pas critiquer Xabi Alonso sur les résultats. Mais dès qu'il y a une défaite, c'est le bordel. Dès qu'il prend une décision, c'est le bordel. Et même des joueurs qui ne nous avaient pas habitués à ça, Valverde, alors ça va, il s'est remis dans le droit chemin parce qu'il y a eu la Vox Populi qui s'est un peu mis contre lui aussi. Mais à chaque fois, il y a un problème, quoi. Mais à la différence du Barça, c'est que Flick arrive dans un vestiaire qui a pas gagné. Un vestiaire qui doit tout prouver. Alors que Xabi Alonso arrive dans un vestiaire qui a des joueurs qui ont gagné 2 Ligues des Champions, des joueurs qui se considèrent comme les meilleurs joueurs du monde, et parfois à juste titre. Donc voilà, dire à Pedri, voilà, tu vas faire ci, tu vas faire ça, ou le dire à Vinicius qui a gagné 2 Ligues des Champions, qui est là depuis 2019, qui a fini 2e au Ballon d'Or. C'est pas le même ego. Je trouve que c'est pas le même ego et du coup c'est encore plus dur pour Xabi Alonso de venir dans ce vestiaire où j'ai l'impression que les joueurs, on va pas se mentir, il y a des joueurs, c'est sûr et certain, qui doivent le prendre de haut, de se dire nous on a gagné, toi t'as pas encore gagné. Donc c'est ça que je trouve plus difficile pour Xabi Alonso et c'est ça malheureusement. Il a quand même prouvé déjà en tant que joueur parce qu'il a été champion du monde, il a gagné la Ligue des Champions. En tant qu'entraîneur, il fait un exploit qu'on ne reverra peut-être plus jamais en Bundesliga. Donc c'est pas non plus le mec qui arrive de la réserve du Real Madrid et qui n'a pas encore d'expérience en tant qu'entraîneur, si tu veux, Ous. Ouais, oui, non, je comprends totalement, mais moi je trouve que quand même on a un vestiaire qui a un ego surdimensionné. On a un vestiaire qui, en fait, quand je vois les Vinicius, les Mbappé, qui est aussi un gros. Mais même si Mbappé, voilà, c'est pas lui qui pose problème. Il pose pas du tout problème. Au contraire. Et ça, c'est plus qu'important à signaler. Dans la gestuelle, souvent de lui. Ouais. Dans la gestuelle, Xabi Alonso, c'est le seul joueur Mbappé avec lequel tu sens qu'il y a une relation quand il sort, il frappe dans ses mains, il prend dans ses bras. Tu sens qu'il y a une connexion Mbappé-Xabi Alonso. En tout cas, c'est encore une sensation que j'ai. Ouais, moi je l'ai la même. Et ça, je l'ai vu depuis le Japon. Tu as le club, les joueurs qui fêtent la victoire, et tu vois Xabi Alonso qui arrive et les joueurs qui s'en vont, pardon. Alors bien sûr, c'est peut-être de la surinterprétation d'image, mais ça rejoint un petit peu ce qui sortit la partie Chiringuito, qu'il y a une espèce de distance entre les joueurs et Xabi Alonso. Et la relation qu'a Xabi Alonso avec Mbappé, je ne l'ai pas vu avec d'autres joueurs, Vinicius ou Valverde ou un autre défenseur. Peut-être avec Arda Güler aussi, je vois qu'il a une bonne relation aussi avec lui. Peut-être Arda Güler, parce qu'Arda Güler, il partait tellement loin avec Carlo que là, évidemment, il est hyper content d'avoir Xabi Alonso. Mais c'est... Et heureusement que Mbappé, pour ce coup, il est bien avec Xabi Alonso. Et il lui rend bien. Mbappé a du poids et il lui rend bien. Il lui rend bien. Et puis même, en vrai, Mbappé, même avec Carlo Ancelotti, il avait jamais bougé une oreille de trop ou quoi. Mais après, moi, la question, bon, après, c'est peut-être pas le sujet pour aujourd'hui, mais la question est la suivante, c'est est-ce qu'il va pas falloir se séparer de certains joueurs, de certains leaders, entre guillemets. Parce que moi, personnellement, si on pose la question si il faut se séparer de joueurs, de gros joueurs, on va dire les noms, s'il faut se séparer par exemple d'un Vinicius pour que ce Real Madrid fonctionne, malgré tout l'amour que j'ai pour ce joueur, c'est l'un, si ce n'est mon joueur préféré de cette génération, eh ben, écoute, s'il faut passer par là, il faudra passer par là. C'est comme le Paris Saint-Germain, quand ils ont dû se séparer de toutes leurs stars pour après créer un collectif. S'il faut passer par là, et on passera par là. Thomas, Et le Real le fera. Hein. Et le Real le fera. Oui. D'ailleurs, on s'en rapproche de ce scénario. Là, il y avait encore le média Goal hier qui parlait d'une vente de Vinicius. De toute façon, plus le temps passe, plus la probabilité que Vinicius parte augmente, puisque le contrat ne sera pas prolongé. Et le Real, vous pouvez être certain, je ne pense pas qu'ils vont laisser partir Vinicius libre de tout contrat. Enfin, en tout cas, vu la valeur du joueur et l'importance de l'argent dans ce football où il y a des clubs États, le Real ne va pas se passer sur 200 millions d'euros potentiels. Et puis, mais en tout cas, je te rejoins aussi. Thomas, du coup, toi, tu penses qu'il faut séparer de Valverde, de Vinicius, des joueurs qui ne matchent pas avec Xabi Alonso ou pas? C'est dur. Valverde à droite, non. Valverde à droite, tu le gardes pour les joueurs. Non, mais j'ai cité Valverde parce qu'il y avait eu des tensions à un moment. C'est pour ça que je cite son nom. Ouais, mais même ça, tu vois, moi je pense que c'est beaucoup de bruit. La presse espagnole, de toute façon, c'est un poison. Hein. Faut dire les termes. Hein. La presse espagnole, c'est un poison. Ouais, vu que tu as les réseaux maintenant aussi, en plus.
Et c'est amplifié par les réseaux, et en plus à côté de ça, maintenant tu as aussi des joueurs qui font leur propre communiqué, pardon, hein. Vinicius par exemple, voilà, quand il a besoin de dire un truc, bah, il passe pas par, une presse, un média comme ça le faisait Ouais. auparavant ou en donnant une interview, non, il fait un communiqué, puis ça va avoir la même résonance, même Ouais, plus de enfin, un résonance communiqué où encore. il cite pas son entraîneur en plus. Il cite tout le monde. Il cite, il va même jusqu'à citer, je crois, enfin, il a pas cité les kinés du Real Madrid, mais il a cité absolument tout le monde, sauf le principal intéressé quand même. C'est quand même un signe, si tu veux. De toute façon, cette histoire-là, Elle va laisser des traces. publiquement, elle a été clos par Xabi Alonso en premier lieu, qui a été, je trouve, très, très ferme et très bien à ce niveau-là, qui a laissé aucune incertitude, par rapport au fait que c'était réglé et qu'il était satisfait avec ce que Vinicius avait fait, en termes d'excuses dans la foulée, le mercredi reprise d'entraînement. Mais oui, ça va laisser des traces et ce que j'avais lu en Espagne et pour le coup qui est assez juste et sur lequel je suis d'accord, c'est que, bah, ce dossier, il est fermé jusqu'à temps que Vinicius le réouvre. Parce que, bah, si un jour ou l'autre, mauvaise série de matchs, petite Ouais, crise, c'est Vinicius qui se remet à être, entre ah, guillemets «en ligne de mire» à sortir le premier, bah, ça peut bah, vite, est-ce qu'on peut utiliser le mot bombe à retardement? Est-ce qu'on sait qu'à un moment ça va péter? Il y aura un moment dans la saison où ça va péter et qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. j'en ai peur, ouais. T'en Moi, as pour peur? moi, pour moi, pour sauver entre guillemets cette relation, et je suis sûr que ça joue dedans, c'est la prolongation de contrat. Pour moi, ce contrat qui a cette Ah oui, c'est discussion, certain ça. pour moi, si Vinicius prolonge la 5 ans, 6 ans ou je ne sais combien d'années, pour moi, la relation, Xabi Alonso fera encore plus pour intégrer Vinicius et Vinicius fera encore plus de choses pour le rendre au Real Madrid. Parce que Vinicius, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais posé de problème au Real Madrid. Non. Honnêtement, en termes de gestion, etc. C'est Bon, depuis le après, Ballon d'Or. Carlo Hein, Ancelotti, c'était depuis le Carlo Ballon d'Or. Ancelotti. Oui, c'était Carlo Ancelotti qui, voilà, le chouchoutait, etc. Mais on n'a jamais eu de problème avec Vinicius Junior jusqu'à cette saison. Donc, pour Et moi, ce contrat, cette prolongation de contrat, elle pèse trop lourd dans ce vestiaire. j'ajoute que la position du Real ne sera pas la même non plus. Parce que Oui, là, tu as un joueur qui potentiellement peut partir cet été. Donc évidemment que le Real va absolument pas gérer le dossier et laisser Xabi Alonso faire. Par contre, si demain Vinicius a un contrat, jusqu'en 2032 par exemple, Mm, oui, supposons, mm. Xabi Alonso, son contrat, lui, dans tous les cas, c'est quoi? C'est 2 ans qu'il a signé? 2 ou 3 ans qu'il a signé. On sait très bien que, bah, de toute façon, historiquement, les joueurs restent plus longtemps, en tout cas les grands joueurs, restent plus longtemps que des entraîneurs, particulièrement au Real Madrid. Donc la ouais. position du Real Madrid aussi serait un peu différente puisque là, l'intérêt, ce sera évidemment aussi de faire en sorte que Xabi Alonso arrondisse un maximum les angles avec Vinicius, parce qu'il va falloir compter sur Vinicius et parce que, bah, avec Vinicius, on a aussi le projet long terme. Comme on a un projet entre guillemets «long terme» avec Xabi Alonso, même si long terme au Real Madrid, ça veut dire 3 ans, hein. Déjà 4 ans d'Ancelotti, c'est un exploit. Hein, entre nous. Bah, c'était jamais vu, Ouais, hein. Avec Pérez, c'est ouais. jamais vu, hein. C'est une première tout simplement, hein. Donc voilà, donc les 2 ont tous les 2 un vrai projet long terme. Tu auras un projet long terme avec Xabi et avec Vinicius. Donc le Real fera si le Real doit mettre son état à un moment donné pour faire en sorte que ça s'arrange, le Real le fera. Tandis que là, bon, bah, le Real se dit peut-être aussi, bon, bah, peut-être que dans 1 an, dans 6 mois, Vinicius, il sera sur le marché des transferts. Laissons, Mm. Xabi gérer. Enfin bref, même la position du club sera différente, quoi. Et vous en pensez quoi de la déclat de Bale qui a fait quand même du bruit? Donc il a parlé de plusieurs choses, du numéro 9, etc. Et puis il a dit entraîner les Leverkusen est différent d'entraîner le Real Madrid. Il faut plus gérer les égos que faire des changements tactiques. En gros, ce qu'il dit, c'est ce que faisait Carlo. C'est-à-dire que Carlo maniait les égos, mais tactiquement, il n'était pas au point. Alors que là, on est plus sur un entraîneur qui tactiquement est au point, mais qui pour l'instant, peut-être, je dis bien peut-être, n'arrive pas à gérer les égos. Vous en pensez quoi, les gars? Il a raison, c'est un problème. Je laisse Ous Vas-y, développer. Ous. En fait, moi, j'ai peur que cette force qu'était le Real Madrid, c'est-à-dire cette manière de gérer son vestiaire qu'avait Carlo Ancelotti, devienne une faiblesse pour le Real Madrid. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est face à un changement dans le football qui t'oblige aujourd'hui à avoir, ok, de la gestion d'ego, parce que le Real Madrid est un club à part, est un club unique où la gestion de ses joueurs est particulière. Mais en même temps, si cette gestion-là ne permet pas à l'entraîneur de pouvoir faire l'équipe qu'il veut, l'équipe qui va, selon lui, être plus performante, ça va poser un gros problème. Donc, oui, la gestion de l'entraîneur vis-à-vis des égos au Real Madrid est très importante. Et je ne pense pas que Xabi Alonso soit autant en retard que ça dans cette gestion-là. Mais je pense qu'au Real Madrid, il faut baisser un peu l'attente au niveau de la gestion des égos et augmenter l'attente au niveau de la tactique. Et surtout, en fait, il faut que ces joueurs se conscientisent aussi tout seuls. C'est des joueurs qui aujourd'hui atteignent bientôt la maturité. Ils doivent comprendre que aujourd'hui, s'il te sort l'entraîneur, c'est pas parce que t'es Vinicius ou t'es je sais qui, c'est parce que c'est dans le groupe. En fait, ce Real Madrid doit devenir un collectif. C'est ça qui est dur. Hein.
C'est trop dur en fait, aujourd'hui, pourquoi on parle de gestion d'ego? Parce que le Real Madrid a toujours reposé entre guillemets sur des individualités mis en lumière par Ancelotti, par Zidane, qui vont permettre de faire remporter des matchs. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué de gagner avec un seul joueur, avec des individualités. Tu dois créer un collectif et pour un collectif, tout le monde doit jouer et surtout. En fait, c'est même une question de logique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le football de Xabi Alonso, que demande Xabi Alonso, c'est un jeu intensif, énergivore, donc forcément, à la 70e minute, il doit y avoir des changements. C'est pas contre Vinicius, c'est pas contre Mbappé, c'est pas contre un tel joueur, c'est juste, je sais pas, en fait, j'ai du mal à comprendre que les joueurs n'arrivent pas à se conscientiser eux-mêmes. Ouais, il y a trop d'ego. Et Thomas, t'en penses quoi, toi, du coup? T'es d'accord avec ce que vient de dire Ous? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que Gareth Bale a raison sur sa déclaration, en tout cas oui, historiquement même, au Real Madrid, il y a beaucoup de gestion d'ego, mais c'est un problème. C'est un problème parce que pourquoi est-ce que le Real Madrid, sous prétexte qu'il y a des stars, en sachant que bon, on a des stars, mais bon, il y a des stars aussi dans plein d'autres clubs et ça ne les empêche pas de fonctionner aussi collectivement et mettre un peu de rigueur tactique et cetera. Pourquoi est-ce qu'au Real Madrid, on ne pourrait pas avoir un entraîneur qui s'installe sur 3-4 ans et qui installe une vraie identité de jeu, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais en l'occurrence avec celle de Xabi Alonso. Pourquoi on ne pourrait pas le faire? Et en plus, on a plein d'exemples récents là où on voit que il y a des entraîneurs qui débutent, ils arrivent, ils ont des idées très différentes de ce qui se passait auparavant, avant l'arrivée dans ce dit club. Tu leur laisses un peu de temps, au début ça peut être un peu ronronnant, et puis finalement, la finalité c'est que ça finit par gagner. Donc pourquoi est-ce qu'au Real ça ne pourrait pas fonctionner? Pourquoi est-ce qu'au Real on ne pourrait pas avoir une équipe qui joue? Pourquoi? Moi je ne comprends pas. Laissons juste le temps. J'ai une question, j'ai une question qui a en fait deux questions. La dernière fois que vous avez vu un vrai collectif au Real Madrid? C'est-à-dire, un vrai collectif, moi, par exemple, la saison 2023-2024, avec une animation remaniée de Carlo Ancelotti. D'ailleurs, cette saison-là est sous-estimée parce que l'animation, en vrai, parce qu'on parle souvent de Carlo Ancelotti, gestion d'ego, mais cette année-là, c'est aussi un coup tactique qu'il fait avec les deux attaquants et un numéro 10. Mais c'est là où j'ai vu, pour moi, le collectif au Real Madrid ne va pas s'exprimer par du tiki-taka, etc. C'est la dernière fois où j'ai vu un bloc équipe qui va défendre ensemble, attaquer ensemble, gérer les temps faibles et gérer les temps forts. Ils étaient unis cette année-là. Oui. Un bloc équipe. Un bloc équipe. Et sinon, avant ça, il n'y a pas beaucoup. Je me suis posé la question tout à l'heure pendant que vous parliez. J'ai dit la dernière fois que j'ai vu un Real qui collectivement domine ses adversaires et non pas par ses individualités. Peut-être 2014. La Décima, peut-être, c'était une équipe qui. Ou celle de Mourinho. Voilà, moi je remonte à Mourinho. Moi je pense à Mourinho. Mourinho 2012. Et alors, quand tu as parlé de 2023-2024, pour moi, c'est pas le collectif, c'était plus une unité de vestiaire. Ils étaient tous pour un pour tous, etc. Et c'est vrai qu'ils n'étaient pas imposants collectivement, ils étaient imposants par leur gestion des temps faibles. En fait, si on doit résumer ça, c'est la gestion des temps faibles et temps forts. Et souvenez-vous, quand Mourinho arrive, il mène une espèce de révolution. Ouais. La première année, il gagne, je crois, la Coupe du Roi, et c'est la deuxième année où il va chercher la Liga avec tous les records et la demi qu'il doit remporter contre le Bayern. Mais la vraie révolution, il y a beaucoup de parallèles à faire entre ce qu'est en train de vivre Xabi Alonso et ce qu'a vécu Mourinho. Mais Mourinho, pour le coup, même s'il y avait un effectif de stars, il était quand même le patron du vestiaire jusqu'à ce que ça explose la troisième année. Mais en tout cas, il a été le patron du vestiaire. Et puis, quelle individualité il y avait à l'époque? Pour moi, c'était des individualités avec encore presque plus d'ego. Tu avais du CR7, tu avais du Benzema, tu avais du Higuain. Tu avais vraiment des joueurs encore plus durs à manœuvrer, à gérer. Il n'y avait pas les réseaux. Benzema était jeune. Il y avait moins de réseaux. Benzema n'avait pas de poids encore à cette époque-là. Ouais, c'est vrai, mais bon, il y avait quand même. Après 2012. Non, mais il n'y avait pas les réseaux, les entourages qui avaient autant de poids, etc. C'est peut-être ça aussi le mal du club aujourd'hui. Et je rejoins Thomas. Moi, j'ai cette sensation qu'au Real, c'est tellement dur de créer un collectif. C'est tellement dur. Parce qu'on laisse pas le temps. Mais c'est aussi et surtout parce qu'on laisse pas le temps. Bah oui, mais tout à l'heure, Thomas de Real France, tu disais pourquoi? Et moi, ma question que je me posais, c'est pourquoi au Real Madrid, on peut pas se faire du mal? Pourquoi les joueurs, à chaque fois, avant l'arrivée de Xabi Alonso, on nous disait oui, mais Mbappé va pas courir, oui, mais Vinicius va pas courir. Mais pourquoi? Parce que physiquement parlant, ils peuvent courir. Pourquoi ces joueurs-là, on peut pas leur demander de courir? Dans tous les clubs de la planète, tous les joueurs du monde peuvent courir, à part au Real Madrid où on peut pas demander à ces seniors de courir dans un match. Ouais, ça,
Bon, est-ce qu'on ne terminerait pas ce podcast par cette question sans réponse, les amis? Il y avait 2-3 infos mercato, mais je pense que c'était vraiment important aujourd'hui d'appuyer sur le dossier de Xabi Alonso et ce vestiaire du Real Madrid. Est-ce que les égos du Real ne sont pas en train de faire que le projet alors, il avance le projet, mais en espérant Oui. que Xabi Alonso, faut au moins qu'il reste au moins 2 ans. J'espère qu'il ne va pas sauter avant, quoi, parce que sinon, on va perdre énormément de temps. Moi, je terminerai quand même sur une note positive et je dirais quand même qu'il faut relativiser un petit peu quand même la défaite à Anfield. Effectivement, ce qu'on a vu nous a pas forcément plu, surtout qu'on voit encore que ce qui les manque aussi, c'est de l'engagement, c'est de l'agressivité, c'est de l'intensité, un petit peu ce qui est le b.a.-ba du foot. Donc, en fait, on a vu à Anfield ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que ce Real Madrid-là a beaucoup de retard par rapport aux grandes équipes européennes, parce que même si on parle de Liverpool, de la dynamique qui n'était pas bonne, début de saison compliqué, Liverpool, ils ont une équipe de malades, et contre le Real, ils ont fait un très grand match. Liverpool, tactiquement, et puis individuellement, parce qu'à part Florian Wirtz, qui a été un peu discret, sinon je trouve que tous les joueurs de Liverpool, quasiment, ont fait un grand match. Et, encore une fois, pour terminer, on a perdu à Anfield, c'est pas très grave. Évidemment, on sait le chemin qui nous reste à parcourir et il va être long. Il va falloir que tout le monde tire dans le même sens. Mais le plus important, c'est gagner, continuer de gagner, surtout en Liga pour maintenir la dynamique parce que c'est là la priorité pour l'instant. Et c'est là où on Ouais. sait qu'on doit gagner parce qu'on peut gagner et qu'on est au-dessus du Rayo et d'autres, la majorité Oui, des équipes en Liga. mais Xabi Alonso, il est jugé sur les grands rendez-vous aussi. Et force est de constater qu'il y a 4 grands rendez-vous, il y a 3 défaites. Et la victoire, elle se joue contre un adversaire dont la défense est très haute, le Barça, qui laisse beaucoup de profondeur, qui est presque le schéma parfait pour nos individualités. Mais on est en novembre. Dès lors que tu Ouais. joues une équipe compacte qui se replie très rapidement, c'est ce qu'a fait merveilleusement d'ailleurs Liverpool, on voit que ce Real est presque inoffensif. Mais on est en Donc, novembre. Laissons voilà. dans 3-4 mois, j'ai confiance, on sera bien meilleur. On est en Bon. apprentissage. En apprentissage. Bon, les amis, merci beaucoup pour votre fidélité. Vous avez les chaînes de Thomas et de Ous dans la description et puis même je les mettrai en collab de toute façon. Allez les voir, chaîne de très grande qualité. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast, les amis. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.